Quelle forme a l'espace? Est-il plat, hyperbolique, fini, infini? Pour répondre à ces questions, le Canal du Savoir a invité l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet, spécialiste mondial des trous noirs, grand amateur de poésie, poète lui-même et préoccupé aujourd'hui par la forme de l'univers. Avec ses amis mathématiciens, il a élaboré une théorie selon laquelle la taille réelle de l'univers serait beaucoup moins importante qu'on ne l'imagine. Quant à sa forme, elle serait plutôt chiffonnée. Lorsque par une nucléaire, on contemple les myriades d'étoiles qui constellent la voûte céleste, on a envie non seulement de comprendre la grandeur et la nature de ces étoiles, mais également de connaître la nature et la structure de l'espace qui les contient. Est-ce que l'espace qui renferme les étoiles a des extrémités? Est-ce qu'il est fini ou infini? Est-ce qu'il est plat ou est-ce qu'il est courbe? Est-il lisse? Est-il plissé, chiffonné? Tout cela, ce sont des questions certes abstraites, mais très profondes qui concernent la nature de l'espace. Alors bien sûr, les mathématiciens savent parfaitement définir des espaces abstraits qui n'ont aucun rapport avec l'espace réel, par exemple des espaces qui ont 17 ou 82 dimensions. Mais l'espace des physiciens, c'est-à-dire l'espace réel, celui dans lequel sont plongées les étoiles et les rayonnements, mais aussi notre planète Terre, et puis les objets de la vie de tous les jours, et puis nous-mêmes, les êtres vivants. Que peut-on dire de cet espace? Eh bien, la science qui traite de l'espace physique s'appelle la cosmologie. Ça fait 25 siècles que les philosophes, les mathématiciens, les savants, les astronomes en particulier, bâtissent des modèles cosmologiques pour décrire la nature et la structure géométrique de l'espace. Nous verrons que depuis le monde clos de l'Antiquité, en passant par l'univers infini de Newton, puis par l'espace-temps relativiste d'Einstein, les modèles de Big Bang, et puis aujourd'hui des choses plus intrigantes et plus surprenantes comme les univers chiffonnés ou les hyperespaces à dimensions supplémentaires, l'histoire des conceptions de l'espace représente un parcours fascinant dans notre culture. C'est cette histoire que je vais essayer de vous raconter. On peut dire que la cosmologie scientifique a commencé dans la Grèce antique vers le 5e siècle avant l'ère chrétienne. Alors vous connaissez peut-être la magnifique fresque peinte par Raphaël en 1511 qui se trouve au musée du Vatican, qui s'intitule « L'école d'Athènes ». Le tableau représente une assemblée de tous les philosophes de la Grèce antique qui ont joué un rôle majeur dans l'évolution des idées, à la fois la philosophie et les conceptions sur l'organisation du monde. Dans cette fresque, on voit notamment des philosophes appartenant à l'école dite atomiste, des gens comme Épicure ou Démocrite. Alors les atomistes avaient une conception tout à fait intéressante du cosmos. Ils pensaient qu'il existait des particules élémentaires qui constituaient toute chose, qu'ils appelaient des atomes, car en grec le mot atome signifie insécable, qui ne peut pas être coupé. Donc ces particules élémentaires, semblables à cette bille, mais infiniment petites, étaient censées constituer la totalité des corps matériels. Et les atomistes pensaient qu'il y avait un nombre infini de tels atomes qui se déplaçaient dans un espace qui était lui-même infini et illimité. Et l'une des conséquences incontournables de cette conception atomiste, c'était la pluralité des mondes. En effet, à partir du moment où toutes les configurations matérielles, qu'il s'agisse de planètes, d'étoiles, ou même d'êtres vivants, d'êtres biologiques, étaient le résultat de combinaisons fortuites entre les atomes, eh bien, la probabilité pour que telle ou telle configuration se reproduise ailleurs dans l'univers était grande, et donc il était tout à fait vraisemblable d'imaginer qu'il puisse exister d'autres mondes semblables à la Terre, avec peut-être d'autres humanités. Vous voyez donc des conceptions très modernes. Et puis il y a Platon et Aristote, qui occupent d'ailleurs le centre du tableau de Raphaël. Alors Platon et Aristote ont une conception totalement différente de celle des atomistes. Commençons par Platon. Platon a l'idée que l'univers doit être harmonieux, c'est-à-dire qu'il doit obéir à des lois. L'univers doit être organisé. Mais quelle est la nature de ces lois? Eh bien, Platon énonce que ces lois doivent être de nature géométrique, de nature mathématique, une sorte de langage universel qui va permettre de décrire la structure du monde. Platon constate, d'autre part, qu'il semble y avoir deux mondes distincts, ce qu'on va appeler le monde d'en haut et le monde d'en bas.
Le monde d'en haut, ça va être le monde des étoiles et des planètes. Un monde apparemment parfait, puisque les trajectoires des planètes sont des cercles et les configurations des étoiles ne changent jamais, sont immuables. Tandis que le monde d'en bas, qu'on va appeler le monde sublunaire, c'est-à-dire la Terre jusqu'à la Lune, ce monde-là est imparfait, perpétuellement changeant et gouverné par des éléments fondamentaux qui sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Et Platon a l'idée géniale de trouver des équivalents géométriques de ces éléments. Pour l'élément céleste, eh bien, il va trouver l'équivalent de la perfection, qui est évidemment la sphère. La sphère est la figure parfaite par excellence, elle est totalement symétrique. Je peux la faire tourner, elle est toujours identique à elle-même. Donc Platon va énoncer que les corps célestes se meuvent sur des sphères. Pour décrire les éléments terrestres perpétuellement changeants, il va faire appel à d'autres figures géométriques qui sont un peu moins régulières que la sphère. On les appelle des polyèdres réguliers ou encore solides platoniciens. Ils sont au nombre de 5. Les 4 premiers sont le cube, la pyramide, l'octaèdre et l'icosaèdre. Vous voyez que ce sont des figures géométriques assez régulières. Vous voyez, les faces se répètent, mais c'est un peu moins régulier que la sphère. Le groupe de symétrie est moins important. Donc ça va servir, selon Platon, à modéliser successivement la terre, le feu, l'air et l'eau. Petit problème technique, les mathématiciens savent qu'il existe un 5e polyèdre régulier qui s'appelle le dodécaèdre. Vous voyez cette belle figure avec 12 faces pentagonales. Eh bien, Aristote va prétendre que cet élément géométrique va matérialiser en quelque sorte ce qu'il va appeler le 5e élément, ou la quintessence, qui va représenter en fait une sorte de fluidité de l'espace cosmique. Il y en a donc un système cosmologique qui s'élabore dans cette vision du monde, qui est un système dans lequel la Terre est au centre du monde et dans lequel l'espace est fini. C'est-à-dire qu'on a une véritable organisation du cosmos autour de la Terre, en une série de sphères concentriques. On a d'abord les éléments, bien entendu, la terre, puis l'eau, puis l'air, le feu. Après, on passe progressivement à la quintessence dans la région de la Lune. Et ensuite, pour décrire le monde des planètes et des étoiles, on est dans le domaine des sphères et de la perfection céleste. Et ce monde-là, il est réellement fermé, il est clos. Donc c'est une conception radicalement à l'opposé de la conception des atomistes. C'est en fait cette conception qui va s'imposer pendant de nombreux siècles. C'est notamment cette conception légèrement modifiée qui va être adoptée pendant l'ère chrétienne par l'Église, qui va essayer de concilier les conceptions un peu païennes d'Aristote avec les conceptions chrétiennes. Et pendant de nombreux siècles, grosso modo jusqu'au XVIe siècle, on va réellement considérer que l'univers est fermé, clos, par une sphère ultime, qui est la sphère des étoiles. Éventuellement, au-delà de cette sphère, il n'y a pas d'espace, mais il y a la demeure des dieux. Et c'est ainsi que l'on va arriver à la révolution astronomique du XVIe siècle, étant entendu que Copernic, lorsqu'il va proposer une nouvelle vision du monde dans laquelle le Soleil est au centre du monde et non pas la Terre, ne va pas oser toucher le système du monde clos des anciens. Au mois de novembre 1572, un événement singulier apparaît dans le ciel. C'est une étoile nouvelle qui surgit dans la constellation de Cassiopée. Un astronome danois, Tycho Brahe, l'observe pendant quelques semaines. Et il s'aperçoit que cet astre nouveau ne bouge pas par rapport aux étoiles fixes. C'est donc une étoile fixe en elle-même, extrêmement éloignée de la Terre. Mais alors l'ancienne conception d'Aristote est mise à mal, puisque, je rappelle que selon Aristote, la sphère des étoiles fixes était réputée immuable, éternelle. Et là, avec cet astre nouveau qui apparaissait dans la sphère des étoiles fixes, on avait au contraire un indice de changement, en quelque sorte, un indice de corruption dans le monde réputé parfait. Donc cette observation purement astronomique, c'est le début, en fait, d'une grande série de bouleversements qui, en quelques décennies, va finalement, littéralement, emporter et mettre à bas le système cosmologique d'Aristote pour laisser place à une nouvelle conception sur l'univers, une nouvelle astronomie que l'on peut appeler historiquement le passage du monde clos des anciens à l'univers infini. Alors nous revoici donc avec cet infini déjà prôné par les atomistes et oublié en route. L'un des partisans de l'univers infini, c'est un Anglais, qui est un copernicien convaincu, il s'appelle Thomas Dix, et c'est le premier à faire une sorte de gravure de l'univers, une représentation du système du monde, dans laquelle les étoiles ne se cantonnent plus
à la surface d'une sphère ultime qui ferme le monde, mais au contraire, les étoiles s'éparpillent dans un espace très très grand, sinon infini. Et puis le partisan le plus connu de l'infini, c'est évidemment le philosophe Giordano Bruno. Giordano Bruno prend parti non seulement pour la thèse copernicienne, mais surtout pour l'infinité du monde et sa conséquence inéluctable, la pluralité des mondes. Cela évidemment l'entraîne dans quelques considérations théologiques qui sont rapidement jugées hérétiques. Mais écoutez comment, avec quel enthousiasme, Giordano Bruno décrit l'infini dans un poème qu'il a écrit en exergue à son ouvrage fondamental de l'infini, de l'univers et des mondes. C'est donc vers l'air que je déploie mes ailes confiantes, ne craignant nul obstacle, ni de cristal, ni de verre. Je fends les yeux et m'érige à l'infini. Et tandis que de ce globe, je m'élève vers d'autres globes et pénètre au-delà par le champ éthéré, je laisse derrière moi ce que d'autres voient de loin. Malheureusement, Giordano Bruno avait sans doute vu trop loin, ses thèses sont jugées hérétiques et il est brûlé vif en place publique à Rome en l'an 1600, après avoir eu la langue arrachée pour avoir proféré ces affreuses paroles. À la suite, les astronomes vont être plus prudents. Galilée, qui fait ses premières observations astronomiques à la lunette, découvre des choses stupéfiantes. Il découvre notamment que les corps célestes, comme la Lune, sont de même nature que la Terre. Et cela contribue à mettre à bas le vieux système d'Aristote et de Platon, dans lequel il y avait deux mondes distincts, deux physiques distinctes, la physique d'en haut et la physique d'en bas. Galilée montre en fait l'identité de nature entre ce qui se passe ici-bas et ce qui se passe là-haut, très très loin, dans l'univers. Mais Galilée, prudemment, ne prend pas parti pour l'infinité du monde. Il dit que la question ne peut être résolue. Un autre acteur majeur de l'astronomie de cette époque, c'est évidemment l'astronome allemand Johannes Kepler. Alors Kepler est d'une inventivité tout à fait extraordinaire. Au début de sa carrière, il a l'idée d'une organisation du monde, en fait le système solaire, fondée sur une utilisation très particulière des 5 solides platoniciens. Il essaie d'expliquer les distances relatives des planètes tournant autour du Soleil par un emboîtement mathématique très précis entre les 5 polyèdres réguliers. Pourquoi 5 ? Parce qu'on connaît 6 planètes, il y a donc 5 intervalles à expliquer. Mais étudiant après les données observationnelles de Tycho Brahe sur les mouvements des planètes, Kepler est obligé d'abandonner cette conception et il découvrira, après des années de calcul acharné, un fait majeur de l'histoire de l'astronomie, ce sont les ellipses, c'est-à-dire qu'en fait les trajectoires des planètes et des astres ne sont pas les cercles parfaits imaginés par les anciens, mais sont des ellipses. Et puis Kepler, sur la question de l'infini, a une question extrêmement profonde, ce qu'on appelle le paradoxe de la nuit noire, qui va revenir au cours des âges. Kepler se dit, imaginons que l'univers soit infini. Les étoiles sont éternelles. En quelque direction que l'on regarde, la ligne de visée de notre œil va toujours finir par rencontrer une étoile. Donc la nuit ne pourrait pas être noire. Elle devrait être au contraire éblouissante, comme un soleil immense qui tapisserait tout le ciel. Et donc Kepler en conclut, puisqu'il y a paradoxe, il en conclut que l'espace est fini, de façon à ce que la nuit reste noire, parce qu'il y a un nombre fini d'étoiles. On verra que plus tard, il y a une autre explication plus astucieuse que l'explication donnée par Kepler. Toujours est-il que nous sommes maintenant au milieu du XVIIe siècle, passe progressivement du des anciens à l'univers infini, une étape intermédiaire intéressante étant celle imaginée par René Descartes, qui imagine un système du monde à base de tourbillons, dans lequel l'espace est infini et dans lequel toutes les étoiles sont des soleils avec leur propre cortège de planètes et de comètes. En 1687, le savant anglais Isaac Newton publie un ouvrage majeur, Les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Il y expose une conception radicalement nouvelle sur la nature, de l'espace, du temps, de la matière et de l'univers. Pour Newton, en fait, pour la première fois dans l'histoire, l'espace physique, l'espace cosmique, est un espace qui est entièrement mathématisé. C'est l'espace qui est connu depuis Euclide, avec les règles habituelles de la géométrie que nous apprenons à l'école. Et cet espace peut être, qui est certes abstrait et impalpable, peut être visualisé en quelque sorte par les trajets des rayons lumineux qui vont toujours en ligne droite
et qui tisse donc une sorte de trame rigide, une sorte de système de coordonnées cartésien qui embrasse un espace infini et euclidien. Il y a également le temps. Pour Newton, le temps, c'est également donné a priori, c'est un temps infini, éternel, qui ne change jamais. Et dans ce cadre absolu, il y a la matière. Pour expliquer le mouvement de la matière, Newton fait intervenir des forces qui dévient les objets de leur trajectoire, la trajectoire naturelle étant la ligne droite. Donc pour expliquer qu'une planète tourne autour du Soleil, par exemple, selon les ellipses découvertes par Kepler, il faut imaginer qu'il existe une force qui est la force d'attraction universelle. Alors le terme même de force d'attraction universelle illustre bien le propos de Newton, c'est-à-dire de trouver une loi valable en tout point d'un espace qui est identique en chacun de ces points, l'espace euclidien homogène. On a donc une loi de la physique universelle, valable aussi bien sur Terre que dans les régions les plus éloignées de l'espace. Alors, il est très important de comprendre que cette conception d'espace et de temps newtonien fournit une sorte de cadre de référence posé a priori indépendamment de toute chose. Voici ce que Newton déclare sur le temps et sur l'espace dans son ouvrage. Le temps absolu, dit-il, vrai et mathématique, qui est sans relation à quoi que ce soit d'extérieur, en lui-même et de sa nature, coule uniformément. On l'appelle aussi durée. L'espace absolu, qui est sans relation à quoi que ce soit d'extérieur, de par sa nature, demeure toujours semblable et immobile. Alors on connaît les triomphes extraordinaires de la théorie de Newton et de la mécanique céleste qui en découle. Avec les équations de la mécanique newtonienne, on peut calculer par exemple le retour précis des comètes périodiques, comme la célèbre comète de Halley. On peut même découvrir l'existence de nouvelles planètes avant même de les avoir observées. C'est le cas de la planète Neptune, qui est d'abord découverte par le calcul avant d'être observée par les télescopes des astronomes. Donc maintenant, on est réellement, à partir du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, dans une conception de l'espace infini, parfaitement mathématisé par le seul espace que l'on connaisse à cette époque, l'espace décrit par Euclide. Et puisqu'on est dans un espace infini, eh bien, il y a un retour sur les conceptions, sur la pluralité des mondes. L'un des chantres les plus connus de la pluralité des mondes, c'est Fontenelle, qui, dans ses entretiens sur la pluralité des mondes, essaie de convaincre ses auditeurs et surtout ses auditrices qu'il y a dans l'univers infini une infinité de planètes et de terres habitées semblables à la nôtre, avec d'autres personnages qui discutent à l'infini de la structure de l'univers. Et puis il y a la question du paradoxe de la nuit noire qui avait été posée pour la première fois par Kepler. Vous vous souvenez que Kepler disait mais l'univers ne peut pas être infini, puisque s'il était infini, la nuit ne serait pas noire, puisqu'il y aurait des étoiles visibles dans toutes les directions du ciel. Eh bien, en fait, il y a une autre solution à ce paradoxe, non pas par un savant, mais par un poète, c'est Edgar Poe. En 1848, il publie un texte assez bref qui s'appelle Eureka, dans lequel il donne une autre explication au paradoxe de la nuit noire. Il dit que si en fait la nuit est noire, c'est parce qu'en fait la lumière que nous recevons des étoiles met un certain temps pour nous parvenir, et que d'autre part il pense que les étoiles n'existent pas de toute éternité. Donc, raisonne-t-il, la nuit est noire non pas parce que l'espace est infini, mais parce que le temps est fini. Autrement dit, si on regarde très très loin, eh bien on observe des étoiles qui n'ont pas eu le temps de nous faire parvenir leurs rayons lumineux. Et c'est donc l'un des obstacles majeurs à la conception de l'espace infini qui tombe avec cette argumentation de Edgar Poe. Également au XVIIIe siècle, on voit se développer des conceptions nouvelles sur les corps célestes qui peuvent peupler cet espace infini. Il y a notamment un philosophe anglais, astronome, qui s'appelle Thomas White, qui écrit un ouvrage majeur en 1750, intitulé « Une nouvelle hypothèse sur l'univers », dans lequel il imagine pour la première fois une véritable structure hiérarchique. C'est-à-dire que pour lui, chaque étoile est un soleil à part entière avec son cortège de planètes. Les étoiles, elles ne sont pas réparties au hasard dans l'univers, elles se regroupent selon lui dans de grandes entités qui sont des galaxies, c'est-à-dire des voies lactées semblables à notre propre voie lactée, qui ont la forme de sphères.
et l'espace infini lui-même est rempli d'un nombre infini de ces sphères. Et puis il y a également le philosophe Emmanuel Kant, qui à peu près à la même époque, dans son ouvrage La théorie du ciel, imagine également qu'il y a un nombre infini de voies lactées dans l'univers, ce qu'il appelle des univers-îles. Alors qu'en est-il maintenant du côté des mathématiciens, qui travaillent indépendamment des astronomes? Eh bien, au milieu du XIXe siècle, il y a une révolution majeure dans le domaine des mathématiques qui se produit. Des mathématiciens, comme Gauss, comme Lobachevsky et comme Riemann, envisagent pour la première fois qu'il puisse exister des espaces qui n'ont pas les propriétés de l'espace euclidien. Alors ça veut dire quoi? C'est quoi un espace euclidien? Un espace euclidien, un espace qui n'a pas de courbure, a une structure bien précise qui est décrite par notamment le théorème de Pythagore. Vous savez, le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est égal à la somme des carrés des deux côtés, ou le fait que, par exemple, la somme des angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. Ces propriétés géométriques caractérisent l'espace euclidien. Et donc ces géomètres, Lobachevsky, Riemann et d'autres, découvrent qu'il existe d'autres types de géométrie. C'est-à-dire qu'il peut exister des espaces, certes abstraits, mathématiques, dans lesquels, par exemple, la somme des angles d'un triangle n'est pas égale à 180 degrés. Elle peut être supérieure à 180 degrés, auquel cas, ces espaces ont une courbure de type positif. Il existe également d'autres espaces dans lesquels la somme des angles d'un triangle est inférieure à 180 degrés. Et on appelle ces espaces les espaces hyperboliques. Alors à quoi peuvent ressembler ces espaces? Bien, un exemple très simple. C'est la surface d'une sphère à deux dimensions. Vous voyez que la surface d'une sphère à deux dimensions, si on trace par exemple un triangle sur cette sphère, eh bien la somme des angles va être supérieure à 180 degrés. Si on trace des lignes droites, quel est le point le plus court pour aller d'un point à un autre à la surface d'une sphère, sans quitter la sphère bien entendu? Vous voyez que c'est donc l'équivalent d'une ligne droite. Mais dans ce cas-là, ce n'est plus une ligne droite, c'est un morceau d'arc de cercle. Et, dernière chose intéressante, vous voyez que la surface d'une sphère à deux dimensions est un espace qui est parfaitement fini sur lui-même, partant d'un point donné, s'éloignant à la surface de la sphère, on ne s'éloigne jamais plus du point de départ que le demi-diamètre de la sphère. Après, si on continue droit devant, on finit par revenir à son point de départ. Donc on a l'exemple d'un espace qui est fini, mais qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites. Alors les mathématiciens vont se passionner pour ces espaces, mais pendant plusieurs dizaines d'années, personne n'aura l'idée que ces espaces abstraits, inventés par les mathématiciens, peuvent servir à décrire l'univers réel. Nouvelle révolution dans les conceptions sur l'espace et le temps, 1917, publication de la théorie de la relativité générale par Albert Einstein. C'est réellement une modification profonde par rapport aux conceptions de Newton, puisque tout d'abord, Einstein va nous expliquer que l'espace et le temps ne sont pas absolus, c'est-à-dire indépendants de l'observateur, mais qu'ils sont relatifs. Et il va même imaginer une structure géométrique non plus à 3 dimensions d'espace plus une dimension de temps, mais une structure plus complexe qu'on va appeler l'espace-temps, une structure à 4 dimensions dans laquelle l'espace et le temps sont inextricablement mêlés. Ça, c'est l'un des aspects de la théorie de la relativité. Le deuxième aspect, c'est l'introduction de la matière. Que fait la matière dans l'espace et le temps? Elle engendre de la gravitation. La matière a de la masse, cette masse engendre de la gravitation. Comment expliquer la gravitation? Bien, dans sa théorie de la relativité générale, Einstein dit que la gravitation n'est pas une force, contrairement à ce que prétendait Newton, mais ce n'est que la manifestation d'une géométrie courbe de l'espace et du temps. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement, une géométrie courbe de l'espace et du temps? Eh bien, j'ai ici, pour illustrer ce changement de conception, un morceau d'espace-temps qui, évidemment, pour les besoins de la démonstration, est réduit à 2 dimensions. Ce que vous voyez là, c'est un espace-temps qui est vide de matière. Il n'a donc pas de structure, il est plat, et on peut visualiser sa forme par les trajectoires des rayons lumineux qui le parcourent. Ici, donc, c'est la trame du tissu qui figure les trajectoires des rayons lumineux en orange et qui forment un quadrillage parfaitement régulier. Dans la conception de Newton, ce cadre-là a été fixé a priori. Donc si on considérait un corps massif comme le Soleil n'affectait pas du tout la nature, la structure du cadre. Donc pour expliquer
qu'un corps comme une petite planète, par exemple, a une trajectoire elliptique autour du Soleil, il fallait bien invoquer l'existence d'une force émanée du Soleil qui empêchait la trajectoire d'épouser la forme naturelle de l'espace, c'est-à-dire la ligne droite. Changement radical de conception avec Einstein. Einstein nous dit la chose suivante. Mais ce qui se passe en réalité, c'est dès qu'il y a une masse dans l'espace-temps, eh bien la masse engendre de la courbure. Alors cette courbure se visualise précisément par le fait que les trajectoires des rayons lumineux au voisinage du Soleil sont déviées de la ligne droite. Les rayons lumineux continuent à tisser la trame de ce qu'on pourrait appeler le tissu élastique de l'espace et du temps. Et non seulement les rayons lumineux, mais les particules, et puis tous les corps du système solaire. Donc dans la nouvelle vision relativiste du système solaire, selon Einstein, si une planète tourne autour du Soleil, ce n'est pas parce qu'elle est soumise à une force, mais parce que simplement la planète épouse naturellement la forme incurvée de l'espace autour de la masse centrale. Alors on voit que donc, pour formaliser cette théorie de la relativité générale, Einstein est obligé de faire appel aux géométries courbes qui avaient été inventées quelques décennies auparavant par les mathématiciens Riemann et Lobachevsky et d'autres, dans un cadre initialement purement mathématique et purement abstrait. Alors ce que nous dit aussi la théorie de la relativité générale, c'est que le degré de courbure de l'espace-temps dépend de la masse, et plus précisément en fait de la densité des corps qui se trouvent dans l'espace-temps. Vous voyez ici une boule qui représente une étoile d'extension assez grande et qui imprime donc un creux relativement modeste dans le tissu élastique de l'espace-temps. Maintenant, je vais remplacer cette étoile par une autre étoile qui a exactement la même taille, vous le voyez, mais qui a une masse très différente. Cette étoile-là est beaucoup plus massive, elle est beaucoup plus dense. Regardez l'effet qu'elle provoque sur le tissu élastique de l'espace-temps. C'est un effet beaucoup plus prononcé. La courbure de l'espace-temps au voisinage des corps denses est extrêmement prononcée. Et si on extrapole cette idée, la théorie de la relativité générale prédit tout naturellement qu'il puisse exister dans l'univers des corps tellement massifs ou tellement denses qu'ils vont creuser un véritable puits dans le tissu élastique de l'espace-temps, un puits si profond que tout va être capturé par ce puits. Les particules qui vont s'approcher près du bord et même les rayons lumineux. Ces déformations extraordinaires de l'espace-temps prévues par la relativité générale s'appellent les trous noirs. Parmi les effets intéressants de la théorie de la relativité générale et de l'espace courbe, c'est ce qu'on appelle les mirages gravitationnels. Ces mirages gravitationnels sont aujourd'hui détectés par nos puissants télescopes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mirage gravitationnel ? Eh bien, si on observe, par exemple, un objet lointain, une galaxie très lointaine, l'observateur est ici, il observe un objet lointain. S'il n'y a pas de masse importante sur la ligne de visée, il y a un rayon lumineux et un seul qui nous parvient de cet objet. Donc on voit une galaxie à une position donnée. Imaginons maintenant que sur la ligne de visée, il y a un objet massif, par exemple une galaxie ou un amas de galaxies. Donc cet objet massif m'a incurvé l'espace-temps dans son voisinage. Si bien que les images situées par rapport à l'observateur situé à l'arrière-plan, les trajets des rayons lumineux vont emprunter plusieurs chemins pour nous parvenir, puisqu'ils vont épouser la forme courbe de l'espace autour de cet objet intermédiaire, que l'on va appeler une lentille gravitationnelle. Et le résultat, ça va être une illusion d'optique, que l'on appelle donc un mirage gravitationnel, qui démultiplie les images des sources lointaines. C'est ainsi que l'on a pu vérifier dans le télescope que certaines galaxies très lointaines sont vues à plusieurs exemplaires, à des endroits différents, parce que sur la ligne de visée de ces galaxies se trouve un objet plus proche qui brouille les images et déforme l'espace dans son voisinage. Alors passons maintenant à la cosmologie, c'est-à-dire l'étude, la compréhension de la structure générale de l'univers, mais dans le cadre de l'espace-temps courbe. Alors, on imagine bien que si maintenant on considère l'univers dans son ensemble,
eh bien, les galaxies sont réparties à peu près uniformément dans l'espace. Il n'y a pas des régions où il y a énormément plus de galaxies que dans d'autres régions qui seraient complètement vides. Autrement dit, la matière est distribuée de façon uniforme. Puisque dans la théorie de la relativité générale, la matière engendre la courbure, si la matière est distribuée de façon uniforme, eh bien la courbure va être distribuée de façon uniforme. Autrement dit, la courbure moyenne de l'espace relativiste va être constante. Si on cherche donc des solutions, des équations de la théorie de la relativité générale, susceptibles de décrire l'univers dans son ensemble, il y a seulement 3 cas de figure. Soit un espace à courbure constante positive, un espace de type sphérique, soit un espace dont la courbure moyenne est nulle, ça va être l'espace euclidien à 3 dimensions, et enfin un espace dont la courbure constante et moyenne est négative, on appelle cela un espace hyperbolique. Et à ces 3 types d'espaces correspondent 3 types de solutions. Parce qu'en fait, l'une des conséquences les plus surprenantes de la théorie de la relativité générale, c'est le fait que, je vous avais dit que l'espace et le temps étaient couplés. Eh bien, en 1924 et en 1927, 2 physiciens, Friedmann et Lemaître, découvrent qu'en fait, les modèles cosmologiques issus de la relativité générale sont des modèles dynamiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas figés au cours du temps. L'espace évolue au cours du temps. Ce sont des modèles dans lesquels, par exemple, l'espace est en extension. C'est comme si le tissu élastique de l'espace et du temps non seulement était déformé, ça et là, par la présence des masses, mais connaissait un mouvement de dilatation générale dans toutes les directions. Alors c'est cela la théorie donc de l'expansion de l'univers, qui a été vérifiée par l'observation, puisque à peu près à la même époque, dans les années 1920, on a découvert que les galaxies lointaines semblaient s'éloigner de nous à des vitesses d'autant plus grandes que leur distance était plus grande. Interprétation, c'est en fait l'espace qui contient les galaxies qui se dilate et non pas les galaxies qui s'éloignent réellement de nous. Alors ces modèles, qui sont baptisés aujourd'hui modèles de Big Bang, ont eu beaucoup de mal à s'imposer. Il a fallu en fait attendre 1965 et la découverte de ce qu'on appelle le vestige du Big Bang, le fond diffus cosmologique, pour que le modèle de Big Bang fasse l'objet d'un assez large consensus dans la communauté scientifique. Alors, en fait, les modèles de Big Bang, il y a essentiellement 2 cas de figure. Soit l'univers qui est actuellement en expansion va poursuivre son expansion à jamais, on appelle cela un univers ouvert, à expansion perpétuelle, ou soit au contraire, cette expansion va s'arrêter un jour pour laisser place à une phase symétrique de contraction. Donc on a 2 cas très différents. Dans un cas, l'univers est éternel à partir d'une singularité initiale, le Big Bang. Dans le deuxième cas, l'univers n'est pas éternel. À partir du Big Bang, il naît à partir du Big Bang, il est en expansion et il finit son existence dans un événement symétrique du Big Bang que l'on appelle le Big Crunch. Alors les cosmologistes aujourd'hui voudraient bien savoir dans quel cas de figure on se place. Et en principe, pour le savoir, il suffirait de mesurer la densité moyenne de matière qu'il y a dans l'univers. La théorie nous apprend que si cette densité moyenne de matière est inférieure à une certaine valeur théorique qui a été calculée, eh bien l'univers est en expansion perpétuelle. Si au contraire, la densité réelle est supérieure à cette densité critique, eh bien l'univers est en expansion-contraction. L'univers est fermé sur lui-même. Alors donc, les astrophysiciens essaient de recenser la matière qu'il y a dans l'univers pour essayer de voir si on est en dessous ou en dessus de ce seuil. Actuellement, les observations semblent indiquer qu'il n'y a pas assez de matière dans l'univers pour atteindre cette fameuse densité critique et que donc nous sommes dans un univers qui est en expansion perpétuelle et dont la forme locale, la forme du tissu élastique, est de nature hyperbolique, un univers donc qui est en moyenne de courbure négative constante et qui se dilate perpétuellement depuis donc cet événement singulier, le Big Bang, qui aurait engendré l'espace et le temps eux-mêmes il y a environ 15 milliards d'années. Alors, les modèles de Big Bang qui décrivent la structure et l'évolution générale de l'univers dans le cadre de la théorie de la relativité générale, même s'ils ne font pas aujourd'hui encore l'unanimité complète chez les physiciens, n'en restent pas moins incontournables en ce sens que ce sont actuellement les seuls modèles théoriques qui soient à la fois capables
de prédire et d'expliquer un certain nombre de phénomènes observés, tels que l'expansion de l'univers, l'existence du rayonnement de fond cosmologique ou même l'abondance de certains éléments légers dans l'univers, mais qui, en plus, ne rentrent en conflit avec aucune autre observation de type astronomique. En revanche, les modèles de Big Bang se heurtent à deux questions, qui sont des questions non résolues, mais ce sont des questions de nature purement théorique. Et finalement, ces difficultés que rencontrent les modèles de Big Bang ne font que refléter les limites de validité de la théorie sous-jacente, la théorie de la relativité générale. Alors c'est bien sûr une théorie absolument magnifique, on a souvent dit que c'était peut-être la plus belle théorie jamais imaginée par un cerveau humain, mais comme tout modèle scientifique, ce modèle a ses limites. Et clairement, la relativité générale est incomplète à deux niveaux. Elle est premièrement incomplète à très petite échelle de longueur, c'est-à-dire à l'échelle microscopique. Et deuxièmement, la relativité générale est incomplète à très très grande échelle de longueur, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de parler de la forme globale de l'espace, à très très grande échelle, la relativité générale ne nous dit rien. Donc ce sont deux questions incontournables qui reflètent l'imperfection de la théorie de la relativité générale. Alors commençons par aborder le premier de ces problèmes, c'est-à-dire l'incomplétude de la relativité générale à très petite échelle de longueur. Alors là, il faut faire un petit retour en arrière et parler de physique fondamentale, en ce sens que on a parlé de la relativité générale, élaborée au début du siècle pour expliquer les phénomènes gravitationnels. Il y a eu également, dans les mêmes années, 1920-1930, le développement d'une autre théorie majeure de la physique, qui aujourd'hui est l'un des deux piliers de la physique moderne, et qui s'appelle la mécanique quantique. La mécanique quantique s'intéresse en fait au départ aux interactions et au comportement des particules élémentaires, donc quelque chose qui n'a rien à voir a priori avec la gravitation. Alors donc d'un côté on a un certain type d'interaction qui est la gravitation, décrit par la relativité générale en termes purement géométriques, puisqu'on a compris, avec l'analogie du tissu élastique, que la gravitation n'est pas vraiment une force, mais c'est de la manifestation de la courbure de l'espace-temps. Maintenant, il y a d'autres interactions. Par exemple, il y a l'électromagnétisme, il y a des interactions nucléaires, dites fortes et dites faibles, qui régissent la structure des noyaux atomiques, qui, elles, ne sont pas du tout décrites en termes géométriques, mais sont décrites en termes de théorie quantique des champs, cette fameuse donc physique quantique. Et cette physique quantique introduit des conceptions tout à fait nouvelles sur la nature en fait de la matière, sur le comportement de la matière. Et notamment dans la physique quantique, on considère que certaines quantités fondamentales, telles que l'énergie, telles que le moment, ne sont pas des quantités continues comme en physique traditionnelle, mais sont des quantités discrètes, c'est-à-dire qui ne se manifestent que par paquets, on appelle ça des quanta, et qui donnent donc en fait un aspect extrêmement étrange à la description du monde subatomique. En fait, les physiciens étaient en quête de l'unité. Je parlais au début de Platon qui cherchait une harmonie fondamentale du monde, et c'est-à-dire qui finalement cherchait un nombre restreint de lois pour expliquer la totalité des phénomènes connus. La situation aujourd'hui est la suivante. Nous avons répertorié 4 interactions dites fondamentales qui gouvernent l'ensemble de tous les phénomènes physiques connus. Il y a l'électromagnétisme et 2 interactions de type nucléaire qui sont décrites par une théorie sous-jacente, la physique quantique. Et puis il y a l'interaction gravitationnelle qui est décrite par la théorie de la relativité générale. Et ces interactions ne sont pas intégrées dans un schéma unique. Et c'est ça tout le problème de l'incomplétude de la relativité générale. Si l'on veut comprendre la structure de l'espace-temps à très petite échelle, c'est-à-dire au niveau microscopique, il va forcément falloir quantifier en quelque sorte la structure même de l'espace et du temps. Imaginez qu'il puisse y avoir des sortes de petits paquets d'espace et des petits paquets de temps analogues aux paquets d'énergie avec lesquels on décrit la matière. C'est tout le problème donc de ce qu'on appelle les théories d'unification. Alors il y a différentes pistes qui sont suivies. Actuellement, aucun schéma réellement cohérent n'a émergé. Il y a des pistes intéressantes et qui sont suivies. Et il y a au moins 2 conséquences extrêmement fascinantes de ces tentatives d'unification des interactions fondamentales. La première de ces conséquences, c'est l'idée de vide quantique.
le vide quantique, et c'est un concept absolument fondamental, sans doute plus fondamental encore que le concept d'espace et de temps, qui est l'idée que si vous prenez une boîte, par exemple, que vous enlevez tout à l'intérieur de cette boîte, vous enlevez les particules, vous enlevez les rayonnements, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il ne reste pas rien, il reste de l'énergie. Une sorte d'énergie virtuelle qu'on pourrait comparer à une sorte d'océan qui bouillonne en permanence, c'est-à-dire qui est agité de fluctuations. Et ce vide quantique, donc, a une réelle existence, si vous voulez, une existence virtuelle, mais qui ne demande qu'à se matérialiser. On peut représenter la surface d'un océan agité de fluctuations. Les grandes fluctuations vont, c'est-à-dire les grosses vagues, vont détacher en quelque sorte des gouttelettes qui vont se détacher de l'océan. Eh bien, dans cette vision, on peut imaginer que, par exemple, les particules élémentaires ne sont que les gouttelettes, ne sont que l'écume de ce vide quantique. Et puis, il y a un schéma encore plus grandiose qui essaie de expliquer réellement ce qui a pu se passer au moment de la naissance de l'univers, c'est-à-dire au moment du Big Bang. C'est l'idée qu'en fait, ce vide quantique, qui est inscrit ni dans l'espace ni dans le temps, qui est donc la source première de toute chose, et puis par fluctuation spontanée de son énergie, peut non seulement engendrer des particules, mais même des univers à part entière. Et on en est aujourd'hui arrivé à l'idée d'une multiplicité extraordinaire d'univers, dont le nôtre ne serait qu'un cas extrêmement particulier, qui serait né du vide quantique il y a environ 15 milliards d'années, étant entendu qu'il pourrait exister une infinité d'autres univers, dans d'autres dimensions, tout à fait déconnectés du nôtre, et qui auraient des propriétés physiques tout à fait différentes. Une deuxième conséquence tout à fait fascinante de ces théories d'unification de la physique, c'est que pour faire fonctionner, en tout cas mathématiquement, ces théories, il semble qu'il faut introduire des dimensions supplémentaires à l'espace. Normalement, l'espace, il a 3 dimensions. Mais les mathématiciens ont imaginé des sortes d'hyperespaces qui ont un très grand nombre de dimensions. Et il semblerait que dans certaines théories, une théorie assez connue actuellement, que l'on appelle la théorie des supercordes, que pour expliquer réellement la nature unifiée de toutes les interactions fondamentales, il faille travailler dans des espaces soit à 10 dimensions ou soit à 26 dimensions. Alors vous allez me dire, mais où sont-elles ces dimensions supplémentaires? Où sont-elles cachées? Eh bien, on peut prendre une analogie très simple. Vous voyez ici cette sorte de tuyau. Si on le voit de très loin avec une faible résolution, ça ressemble à une ligne, c'est-à-dire un espace de dimension 1 seulement. Si maintenant on regarde de très très près, avec une résolution très grande, quelle est la vraie nature de ce tuyau, eh bien on s'aperçoit qu'il y a 2 dimensions supplémentaires qui sont fortement recourbées sur elles-mêmes. Le tuyau est en fait un objet à 3 dimensions, une dimension développée et 2 dimensions fortement recourbées sur elles-mêmes. Eh bien, les théories de supercordes et d'autres théories d'hyperespace à dimensions supplémentaires imaginent que la nature ultime de l'espace, c'est peut-être cela, c'est-à-dire qu'il y a 3 dimensions déployées, les 3 dimensions hauteur, largeur, profondeur que nous connaissons habituellement, et des dimensions supplémentaires qui sont fortement recourbées sur elles-mêmes, avec un rayon de courbure extraordinairement petit, de l'ordre de 10 puissance moins 33 cm, ce qu'on appelle la longueur de Planck, et ce n'est qu'à ce niveau, si on avait des microscopes extraordinaires, que l'on pourrait s'apercevoir des dimensions cachées de l'espace. La deuxième question qui est laissée en suspens par les modèles de cosmologie relativiste et les modèles de Big Bang concerne la forme globale de l'espace, ce qu'en mathématiques on appelle la topologie. Alors je fais un petit peu de retour en arrière sur les modèles de Big Bang. On se souvient qu'en fait, les solutions des équations de la relativité, susceptibles de décrire l'univers dans son ensemble, sont des solutions qui ont une courbure constante. Donc il y a seulement 3 possibilités. Un espace de type sphérique à courbure positive, un espace de type hyperbolique à courbure négative et un espace à courbure nulle de type euclidien. Est-ce qu'on peut réellement tirer une conclusion sur le caractère fini ou infini de ces espaces? A priori, on aurait tendance à le croire et à dire l'espace euclidien, eh bien, il est nécessairement infini, et l'espace sphérique, il est nécessairement fini. Eh bien, il s'avère que les choses ne sont pas aussi simples que cela. C'est précisément ce que je voudrais expliquer, la différence entre la courbure, qui est une mesure locale de la forme de l'espace, et la topologie, qui est une caractérisation globale de l'espace. Prenez ici, par exemple, un morceau de plan euclidien. Le plan euclidien, c'est une surface, donc, à 2 dimensions, qui, dans sa version naturelle, on dira dans sa topologie naturelle, s'étend à l'infini. Pour décrire la géométrie de ce plan euclidien, eh bien, j'ai
une règle très simple qu'on va appeler le théorème de Pythagore et qui va me dire que le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est égal à la somme des carrés des deux côtés adjacents. Bien, ça ce sont des considérations finalement locales qui permettent de faire des mesures dans une petite région de l'espace-temps euclidien. Maintenant, imaginons que je découpe une bande de l'espace euclidien et que je considère que sur les bords du découpage, chaque point du bord est identifié au point correspondant. Cela revient en fait à transformer mon plan euclidien en une autre surface qui s'appelle un cylindre. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que le cylindre reste un espace localement euclidien, en ce sens que le théorème de Pythagore est toujours valable. Donc une fourmi qui vivrait la surface d'un cylindre ferait des mesures, mesurerait que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, elle en déduirait qu'elle vit dans un espace euclidien, et pourtant, on voit que la forme globale de l'espace a complètement changé, puisque le cylindre n'est pas du tout infini, dans une direction, il est parfaitement fini. Une fourmi qui marche droit devant elle en ligne droite dans cette direction-là finira par venir à son point de départ. C'est bien la différence entre la courbure, qui est une description locale, et la topologie, qui est une description globale de l'espace. On peut même aller plus loin, comme les mathématiciens du XIXe siècle l'avaient déjà montré, et dire que, à partir de ce cylindre, on peut à nouveau le couper, un morceau, et identifier chaque point de ce cercle-là avec chaque point de ce cercle-là. Pour engendrer un nouvel espace, que je ne peux pas matérialiser ici, qui ressemble en fait à une sorte de chambre à air. En mathématiques, on appelle cela un tor, qui est un espace qui est euclidien en chacun de ses points. Il n'a pas de courbure et pourtant, il est totalement fermé et fini dans toutes les directions. Donc on voit comment, par le jeu simplement de la topologie, en coupant des morceaux d'espace et en les recollant de certaines façons, on peut engendrer des formes nouvelles pour des espaces que l'on croyait bien connaître. Alors ce que les mathématiciens ont réussi à faire pour les espaces à 2 dimensions, c'est-à-dire étudier toutes les variantes de formes possibles, ils l'ont fait évidemment pour les espaces à 3 dimensions. Et c'est là que, évidemment, on pense à des applications possibles à la cosmologie, c'est-à-dire à la description de l'espace réel. Et on en est arrivé aujourd'hui à l'idée que les modèles d'univers, les modèles de Big Bang, qui sont par exemple en expansion perpétuelle, parce qu'ils sont de type euclidien ou de type hyperbolique, eh bien, ils ne sont pas nécessairement infinis dans l'espace. Ils peuvent parfaitement être refermés sur eux-mêmes, ils peuvent parfaitement être finis par le jeu d'une topologie un petit peu plus compliquée, et en ce cas, on a un modèle d'univers assez étrange, qu'avec mes collaborateurs, nous avons appelé le modèle d'univers chiffonné, et qui va nous plonger dans une illusion d'optique absolument étonnante. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Ici, c'est un espace, toujours un espace euclidien, qui n'est pas chiffonné. Topologie la plus simple. Il y a l'observateur, il y a la source. Il y a un seul rayon lumineux qui nous donne une seule image de la source dans une direction donnée, à une position donnée. Imaginons maintenant que l'on change la topologie. On reste dans l'espace euclidien, mais on transforme cet espace euclidien en un cylindre. Dans le cylindre, on a toujours l'observateur, on a toujours la source de lumière, une galaxie lointaine par exemple. On a toujours un rayon lumineux qui nous vient directement, qui emprunte ce trajet. Mais vous voyez qu'il y a un autre rayon lumineux, ici en vert, qui part dans une toute autre direction et qui fait le tour de l'univers. On voit donc que sur le cylindre, qui a une topologie différente du plan, eh bien, on a le rayon lumineux en vert qui fait exactement une fois le tour de l'univers, toujours en allant en ligne droite, et il atteint l'observateur dans une direction différente. Et même, on peut imaginer qu'il y a des rayons lumineux qui vont faire 2 fois, puis 3 fois, 4 fois le tour de l'univers, et ainsi de suite à l'infini. Autrement dit, simplement, le cylindre va engendrer une infinité d'images, une sorte d'image fantôme, de la source donnée pour l'observateur terrestre. Autrement dit, l'observateur va être plongé dans une grande illusion d'optique cosmique qui va lui faire voir un nombre beaucoup plus grand de sources que le nombre de sources réelles, simplement par la démultiplication des rayons lumineux. Alors un exemple maintenant d'espace à 3 dimensions, applicable évidemment à la description de l'espace réel, ce serait un espace qui serait euclidien en chacun de ses points, c'est-à-dire courbure moyenne nulle,
mais qui serait entièrement fermé et fini sur lui-même de la façon suivante. Prenez par exemple un cube, et vous imaginez que les faces opposées de ce cube sont identifiées point par point. Donc vous imaginez en pensée que vous refermez entièrement votre espace sur lui-même, ce qu'on va appeler un hypertore. Si on vit dans un tel espace, quelle est l'illusion d'optique qui est engendrée? Eh bien, elle serait un petit peu analogue à celle que l'on aurait si l'on pénétrait dans une pièce parallélépipédique, entièrement tapissée de miroirs. Pour voir la forme de la pièce, c'est-à-dire pour voir la forme de l'espace, il faut l'éclairer, bien entendu, de même que les étoiles et les galaxies éclairent en quelque sorte la forme de l'espace réel. Donc dans votre pièce, vous l'éclairez avec des bougies. Et comme la pièce est entièrement tapissée de miroirs, au lieu de voir une seule bougie, vous voyez des milliers de bougies, parce que vous voyez les réflexions de la lumière sur les parois. C'est-à-dire les rayons lumineux émis par la bougie empruntent différents trajets pour nous parvenir. Vous avez donc une illusion d'optique qui vous fait croire que votre pièce, elle n'est pas si petite que ça, mais au contraire, elle est extrêmement grande, et elle va en fait, l'illusion d'optique engendrée, va consister en la pièce centrale, cubique, qui va jouer le rôle d'une sorte de cellule fondamentale, qui va se déployer apparemment à l'infini pour tisser un espace, une sorte d'espace cristallin, cristallographique plus exactement, extrêmement grand. Alors il ne s'agit pas de dire évidemment que l'espace réel, ça ressemble à une pièce avec des bords et des miroirs bien entendu, mais mathématiquement, cela peut se ramener à ce genre d'illusion d'optique. Aujourd'hui, les géomètres, les cosmologistes pensent que l'espace n'est pas vraiment euclidien, comme je le disais, mais sans doute hyperbolique. Les mathématiciens ont découvert des formes et des topologies absolument fascinantes des espaces hyperboliques. Je vous en montre une qui est fondée à partir d'une cellule fondamentale. On retrouve le fameux dodécaèdre déjà utilisé par Platon. Alors là, il faut imaginer que vous voyez cette figure géométrique extrêmement régulière, extrêmement simple. Il faut imaginer maintenant que vous avez des faces qui sont colorées. Vous avez des paires de couleurs différentes, ici de face jaune, de face verte et ainsi de suite. Eh bien, il existe un espace hyperbolique entièrement refermé sur lui-même, construit à partir de ce polyèdre fondamental, qui consiste à identifier par un jeu de transformation mathématique très compliqué chaque point de la face verte avec chaque point de l'autre face verte, et ainsi de suite, deux par deux, pour toutes les faces de même couleur. Le résultat, c'est un véritable chiffonnage de l'univers, que je ne ferai pas devant la caméra, mais l'illusion d'optique engendrée, c'est la suivante. On aurait l'impression de vivre dans un espace qui ne se réduit pas à la cellule fondamentale, mais qui se réduit au contraire à une répétition apparemment infinie de cette cellule de base pour tisser une sorte de cristal hyperbolique pratiquement infiniment grand. Et il faut bien se dire qu'aujourd'hui, quand on observe l'univers lointain avec des grands télescopes et qu'on voit des milliards et des milliards de galaxies, il est tout à fait possible que l'architecture secrète de l'espace soit de cette nature, et donc que les objets les plus lointains que l'on voit ne sont en fait que des images fantômes de galaxies plus proches. C'est cela la théorie de l'univers chiffonné qui est née il y a seulement quelques années et qui aujourd'hui propose des tests observationnels qui vont être mis en œuvre dans les prochaines années pour essayer effectivement de détecter la véritable forme globale de l'univers, la véritable topologie de l'univers. Alors j'aimerais finir cette histoire des conceptions assez étranges sur la forme de l'espace qui finissent sur cette idée d'espace chiffonné et d'illusion d'optique par une citation littéraire d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est l'écrivain argentin Borges, et qui, dans une nouvelle intitulée La Bibliothèque de Babel, a semblé anticiper un petit peu ces idées d'univers chiffonné. Et ce sera la conclusion. L'univers, dit Borges, que d'autres appellent la bibliothèque, se compose d'un nombre indéfini et peut-être infini de galeries hexagonales, avec au centre de vastes puits d'aération bordés par des balustrades. De chacun des hexagones, on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs interminablement. La distribution des galaxies est invariable. Dans le couloir, il y a une glace qui double fidèlement les apparences. Les hommes en tirent conclusion que la bibliothèque n'est pas infinie. Mais si elle l'était réellement, à quoi bon cette duplication illusoire ?